Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres. Aux nouvelles nationales, fusion de la finance islamique et des technologies. La seconde édition de Djibouti FinTech a débuté aujourd'hui. Toujours dans l'actualité de ce journal, les Djiboutiens accomplissent leur Hajj dans les meilleures conditions. Et enfin, de migration, au moins 10 migrants morts dans 2 naufrages au large de l'Italie. Les détails dans cette édition de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, la seconde édition de Djibouti FinTech Forum aura lieu demain, un événement qui mettra en lumière le formidable potentiel des nouvelles technologies pour le développement économique et social de Djibouti. Il permettra également la mise en place d'une plateforme pour discuter des mesures concrètes à mettre en œuvre afin de lancer la transformation numérique du pays à travers un écosystème FinTech performant. Responsable que Djibouti FinTech Forum est le plus grand rassemblement des acteurs de la FinTech, servant de plateforme inclusive pour échanger sur les dernières tendances, relever les défis, générer des opportunités et lancer des actions visant à développer l'écosystème de la FinTech à Djibouti. Du 18 au 20 juin, le Djibouti FinTech Forum, à travers des panels et sessions de formation, traitera des sujets en lien avec la finance numérique et islamique, le rôle des parties prenantes, les défis, opportunités, l'accès pour tous aux services financiers, le développement de l'écosystème. L'objectif ultime de ce second forum étant de faire le plaidoyer des technologies financières auprès de tous, décideurs des secteurs publics et privés, jeunes innovateurs, entrepreneurs, etc. Ces 3 jours de forum seront l'occasion de mieux comprendre les enjeux et les défis ainsi que les opportunités offertes par la FinTech à travers les panels et les ateliers prévus. Notre pays dispose des atouts nécessaires pour tirer les meilleurs bénéfices de la révolution du numérique et en particulier de la FinTech. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Ousmane, s'est réjoui de l'organisation de cette seconde édition de ce forum FinTech à Djibouti. Nous venons de finir une première réunion de ce matin qui concernait le forum de Djibouti sur la FinTech, qui va commencer demain avec l'ouverture du forum par le Premier ministre demain. Mais nous avons voulu profiter de l'occasion pour aujourd'hui faire la promotion de la finance islamique à travers des ateliers, à travers des présentations qui permettent aux opérateurs de la place de pouvoir bénéficier de tout ce qui s'est fait sur le plan de la finance islamique et sur tout ce qui s'est fait en matière de FinTech relatif à la finance islamique. Nous avons donc reçu énormément d'experts, essentiellement de l'Afrique, qui sont des vrais spécialistes du sujet, qui nous ont fait des présentations sur l'état des lieux de la finance islamique et en particulier des FinTech relatifs à la finance islamique. De notre côté, nous avons exposé ce qu'il en est de la finance islamique et ce qu'il en est des rapports de la finance islamique par rapport aux nouvelles technologies. Vous savez que partout dans le monde, il se développe des produits qu'on appelle les FinTech, qui est donc une association de la technologie avec la finance. Et nous avons aujourd'hui fait le tour de cette question par rapport à la finance islamique à Djibouti et vu comment on peut doper notre écosystème pour le mettre un petit peu au diapason sur le plan international et découvrir les produits FinTech relatifs à la finance islamique. Autre actualité mentionnée dans les titres, sous un ciel clément, les pèlerins djiboutiens ont récemment bouclé la majorité des rites du Hajj, suivant ainsi le pas de leurs compagnons venus de 4 coins du globe, selon les infos relayées par RTD via Abdullahi Hadi, qui cite M. Ismail Hassan Roble à la tête de la mission du Hajj et directeur des affaires islamiques. Les 1400 pèlerins de Djibouti sont actuellement à Mina pour le rituel de lapidation des stèles. Prochaine étape, la mosquée sacrée de la Mecque pour le tawaf de l'adieu. Dernière étape clé du Hajj. Dès l'aube du lundi, les pèlerins ont commencé à jeter les cailloux sur les 3 stèles à Mina, respectant le rituel de Tashriq. La série a débuté avec la petite stèle, puis la moyenne pour finir en apothéose avec la grande stèle. Après avoir déjà lancé les pierres sur celle d'Aqaba le dimanche précédent jour de l'Eid al-Adha.
Les pèlerins djiboutiens ont exprimé leur satisfaction envers les efforts déployés par le ministère des Affaires islamiques et des biens WARF à travers la direction des Affaires islamiques et la mission du Hajj qui leur ont permis de vivre ce pèlerinage dans des conditions très optimales. Le responsable, le comité en charge des pèlerins djiboutiens a vivement communiqué sur le déroulement exceptionnel du Hajj cette année. Ils ont insisté sur la qualité remarquable de l'organisation, soulignant que toutes les phases de la préparation jusqu'à l'accomplissement des rites sacrés ont été gérées avec un souci du détail exemplaire. Les pèlerins ont bénéficié de conditions optimales tout au long de leur voyage sacré avec une attention particulière portée à leur confort, leur sécurité et leur bien-être. Cette réussite a été le fruit d'une planification minutieuse et d'un travail coordonné entre toutes les parties impliquées visant à offrir une expérience mémorable et spirituelle enrichissante à chaque participant. Un très grand nombre de pèlerins ont exprimé leur joie de la manière dont ils ont terminé leur Hajj et se sont purifiés avec joie, espérant que Dieu acceptera leur Hajj cette année 2024. En marge de la 17e COSP à New York, les réunions bilatérales se poursuivent. La délégation djiboutienne dirigée par le directeur général de l'ANPH avec l'appui de la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies a eu une rencontre fructueuse avec la délégation espagnole. Les discussions ont principalement porté sur l'échange de bonnes pratiques et ont exploré les possibilités d'une future collaboration pour le transfert et le partage d'expertise. Cette rencontre témoigne de l'engagement accru entre les deux pays pour améliorer la vie des personnes handicapées. Dans la capitale à présent, à Djibouti-Ville, dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire de notre indépendance, la caravane des festivités nationales a poursuivi sa tournée au CDC d'Arhiba et Quartier 7 dans la soirée du vendredi 14 juin 2024. Les habitants de ces quartiers se sont rassemblés en grand nombre pour participer à ces festivités marquées par des animations musicales vibrantes et des danses traditionnelles et modernes. Les chants patriotiques ont résonné sous le ciel étoilé, rappelant à tous l'importance de notre souveraineté et unité nationale. La soirée a également été l'occasion de témoigner de la lutte pour l'indépendance avec des récits émouvant et inspirant partagé par les invités présents pour une transmission aux jeunes générations.
Aujourd'hui, lundi 17 juin, hier lundi 17 juin 2024, au stade Hassan Goulet, la Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs, sous l'égide du secrétariat d'État chargé du sport, a lancé avec succès le tournoi du 27 juin. Cet événement a rassemblé plus de 50 joueurs et joueuses de tous âges, y compris pour la deuxième fois des participants à besoins spéciaux. Ce tournoi est une occasion spéciale pour la communauté des Jeux d'échecs de célébrer la fête de l'indépendance nationale. De plus, il servira de plateforme pour la sélection des équipes nationales masculines et féminines qui représenteront Djibouti à la 45e Olympiade des Jeux d'échecs prévue à Budapest en septembre prochain. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de nombreux membres de la fédération, avec à leur tête le président Yassine Suleiman Hassan. La Fédération djiboutienne des Jeux d'échecs est fière de voir la communauté des Jeux d'échecs se rassembler pour célébrer ce moment important et attend avec impatience les performances des joueurs qui viseront à se qualifier pour les Olympiades. 5 joueuses et 5 joueurs qui participeront aux Olympiades. Et ces 5 joueurs et 5 joueuses seront formés à partir de 26 juin jusqu'aux Olympiades aussi. Ils auront une formation. Donc, puisque les meilleurs joueurs de la capitale, des plus jeunes aux plus vieux, sont là, je vous encourage et je vous dis que le meilleur gagne. Et n'oubliez pas que lorsque une équipe est sélectionnée, c'est pas pour faire qu'elle est sélectionnée pour participer à une Olympiade ou à un tournoi international. C'est pas pour faire des voyages. C'est pour honorer la patrie. C'est pour représenter la patrie. Si on se fatigue, il faut que le jeu d'échecs puisse aussi prendre sa part de représentation de notre chère patrie. Sport toujours, Loup-Garou Club Taekwondo est un centre de pratique de taekwondo créé le 4 février 2022 qui a procédé au stade Goulet, plus précisément dans la grande salle polyvalente, à la cérémonie de remise des certificats de grade pour la session janvier 2024. L'événement a débuté par des démonstrations de combat enchaînés entre les pratiquants de cette discipline. La cérémonie de remise des certificats de grade s'est déroulée en présence, outre de la présidente du club Loup-Garou Taekwondo, le secrétaire général, les parents d'élèves ainsi qu'une cinquantaine de jeunes pratiquants et pratiquantes des différents clubs. S'exprimant à cette occasion, le directeur technique a salué le bilan sportif réalisé par la présidente du club Loup-Garou. Il a également encouragé les responsables du club du taekwondo pour leurs efforts et les combats inlassables menés pour rehausser l'image du club. La soirée s'est clôturée par la remise des ceintures et des certificats à une cinquantaine de jeunes pratiquants ce sport. Force est de constater que le club Loup-Garou Taekwondo, qui existe depuis peu de temps, dispose actuellement de nombreux clubs dans la capitale. Rappelons que le taekwondo est un art martial dans une pratique sportive encadrée par l'éducation et la préservation de la santé. C'est une discipline de combat basée principalement sur la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Donc vraiment, je remercie la présidente Fardouza. Et je l'encourage beaucoup des efforts qu'elle est en train de faire pour développer le taekwondo à Djibouti. Également, j'encourage beaucoup et félicite toute la fédération, le secrétaire général, les entraîneurs, tout le monde. Vraiment, et pour leur dire qu'on est très content d'être là. Et également, nous comptons aider la fédération djiboutienne de taekwondo pour développer le sport. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces questions et vous donne rendez-vous. Fait divers de ce journal à présence dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande de tout genre, que la brigade de la douane d'Ali Sabi, en collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sabi, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de khat de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était de 1500 kg de khat que les contrebandiers voulaient acheminer à Ali Sabi. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été incinérée sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabi, M. Mohamed Moumin Hassan, rappelant que la contrebande nuit à l'économie de notre pays et sans la complicité d'un potentiel acheteur, le trafiquant ne pourra exercer ce commerce illicite. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté cette lutte pour mettre à terme ce fléau.
En nouvelle mondiale à présent, je vous le disais dans les titres, 11 personnes ont pu être secourues par les gardes-côtes et confiées à un service hospitalier pour des soins. Des rescapés qui ont aussi pu témoigner de l'horreur qu'ils ont vécue en mer. Avant de couler, leur embarcation de fortune a explosé. Celle-ci ne disposait pas de suffisamment de gilets de sauvetage pour secourir l'ensemble des passagers, comme le confirme l'agent de la Croix-Rouge italienne. Les personnes secourues souffraient beaucoup. Certains avaient le bassin, les jambes ou les bras cassés. Ils nous ont expliqué que leur bateau a explosé avant de couler. Ils ont aussi expliqué que leur embarcation de fortune, qui transportait des dizaines de personnes, ne disposait que de 5 ou 6 gilets de sauvetage au moment du naufrage. La plupart ont dû s'accrocher à l'épave du bateau. Depuis le début de l'année 2024, l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, a déjà recensé 923 décès en mer. L'année 2023 a été la plus meurtrière depuis 2016, avec plus de 3000 migrants décédés ou disparus en Méditerranée. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.